Cours numéro 7, le plaisir et la récompense. Commençons par quelques définitions très classiques. Le plaisir est défini comme un état affectif que crée la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Et il est différent du désir qui désigne la sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une personne, d'un objet, d'une situation ou d'un futur particulier. À l'origine, le philosophe Épicure définit la recherche du plaisir comme la recette du bonheur. Tous nos actes visent à écarter de nous la souffrance et la peur, disait-il. Comment les neurosciences vont-elles aborder le plaisir ? La difficulté réside dans le fait que le plaisir est essentiellement subjectif, descriptible par l'introspection, et que l'introspection, c'est une approche difficile pour les neurosciences qui se veulent objectives. Cependant, l'évolution justifie l'existence du plaisir. La nourriture, la reproduction, les relations sociales permettent d'accéder au plaisir et inversement, le plaisir nous invite à remplir ses fonctions vitales. L'évolution a façonné le plaisir et les neurosciences vont s'efforcer de décrire les mécanismes et ses dévoiements. The video clip shows a rat with an electrode implanted in the lateral hypothalamus. The animal can freely move about the cage. By accident, the animal presses the lever. As a result, a weak electrical stimulation is passed through the electrode. The electrical current activates the reward system, which in turn reinforces the rat's behavior. The rat presses the lever continuously at a constant rate, at the expense of other vital behaviors such as eating and drinking. Ces travaux tendent à proposer qu'il existe un centre du plaisir dans le cerveau et que la dopamine est le neurotransmetteur qui active ce centre. Ces expériences ont eu un grand retentissement, non seulement auprès du public, mais aussi dans les milieux médicaux, en particulier dans les pays anglo-saxons. Et un certain nombre de neurochirurgiens se sont essayés à implanter des électrodes chez l'homme. Le patient B19 est un exemple particulièrement significatif. Traité pour un certain nombre de défauts, y compris l'homosexualité, cet homme a été implanté avec une électrode qui stimulait le côté du côté hypothalamique. Et on a remarqué à ce moment-là que ce patient-là passait son temps à s'auto-stimuler de manière absolument compulsive. Malgré les assertions du psychiatre qui avait suivi ce patient-là, des doutes existent sur le ressenti du plaisir par le patient B19. Séparer plaisir et désir. Le rat de Hodgson-Milner et le sujet B19, malgré leur stimulation compulsive pour entraîner une libération de dopamine, éprouvaient-ils du plaisir? Vraisemblablement, il faut dissocier plaisir et désir. Le fumeur compulsif, celui qui ne peut pas s'empêcher de sortir pour fumer sa cigarette, est soumis à un désir, mais éprouve-t-il du plaisir à fumer cette cigarette? Pierre-Vincent Plaza, dont nous parlerons plus tard, décrit un exemple. Il décrit l'exemple de celui qui, le dimanche matin, au réveil, souhaite faire plaisir à sa compagne, se lève rapidement, va jusque la boulangerie acheter un croissant qu'il ramène et le plaisir qu'il peut éprouver à manger ce croissant. Environ 15 jours plus tard, sa compagne, à son réveil le dimanche, lui demande un croissant.
Il se lève, mais il pleut, il fait mauvais, il n'a aucune envie, aucun désir d'aller acheter le croissant. Il va cependant acheter le croissant et au retour, il va la manger avec sa compagne et éprouver du plaisir à manger ce croissant. Donc là, on a dissocié plaisir et désir. La dopamine qui est associée avec le désir n'est pas liée avec le plaisir. Ça, on peut le comprendre parce que dans la maladie de Parkinson, où les malades ont un très grand déficit en dopamine, le plaisir est toujours présent chez ces malades. De même, chez le rat, à l'aide de toxines pas particulières, on peut détruire spécifiquement l'air produisant la dopamine. Et pourtant, il semble que les rats continuent à éprouver du plaisir. Désir et plaisir ne sont pas synonymes et la dopamine correspond au désir et pas au plaisir. Essayons de préciser comment les neurosciences définissent le plaisir. Le plaisir, pour les neurosciences, représente le moyen le plus efficace pour motiver un individu dans la poursuite des récompenses qui sont nécessaires à sa survie et à son adaptation. La nourriture, la boisson, le plaisir sexuel, entre autres. Dans l'environnement d'abondance actuel, nous verrons que cette poursuite peut conduire à des comportements mal adaptés comme l'addiction. Mais revenons au cas normal, au cas du plaisir. Pour les neurosciences, on distingue 3 étapes. Le plaisir lui-même, que les anglo-saxons appellent liking, qui correspond à l'impact hédonique. Le désir, qu'ils appellent wanting, qui correspond à la motivation vers le plaisir. Et enfin, l'apprentissage, learning, qui est la reconnaissance des signes associés avec le plaisir. Pour pouvoir comprendre les mécanismes du plaisir, il faut trouver un modèle où plaisir et désir seront séparés. Et en plus, un modèle qui permettra de quantifier, d'enregistrer, de quantifier la notion de plaisir. Les chercheurs, sous l'impulsion du groupe de Berridge aux États-Unis, ont utilisé le rat et ont défini un comportement de plaisir qui est induit par quelques gouttes d'une solution de sucrose directement injectée dans la bouche du rat. Ce comportement est typique avec un certain nombre de caractéristiques et on peut enregistrer ce comportement et compter par exemple le nombre de fois où le rat va déplacer sa langue d'une certaine manière. L'intérêt de ce modèle est que chez l'homme, chez le nourrisson, on observe des comportements du même type. Et si on peut définir un comportement de plaisir, on peut aussi définir chez le rat et chez le nourrisson des comportements de dégoût qui sont observés après l'administration d'une substance amère comme la quinine. Voilà l'expérience fondamentale du groupe de Berridge. Chez le rat, on va faire des micro-injections de neurotransmetteurs directement dans le cerveau à différents endroits. Et on va rechercher les effets comportementaux que produisent ces injections immédiatement. Alors, injection, comportement, toujours protrusion de la langue. Et on va simultanément donner à ce rat un petit peu de sucrose et on va voir si l'injection
dans le cerveau, à un point donné, augmente l'effet de plaisir donné par le sucrose. Et ensuite, le rat est sacrifié et l'air activé est repéré sur les coupes de tissu. De cette manière, les auteurs ont pu montrer que c'est l'injection d'un composé morphinique, j'ai bien dit morphinique, dans le striatum ventral, c'est-à-dire dans une structure qui est située sous le cortex, à un niveau d'un noyau bien particulier qu'on appelle le noyau accumbens, qui produit une augmentation de l'effet du sucrose, de l'effet hédonique du sucrose. Le schéma représente la coupe du cerveau du rat et les parties en rouge sont les parties dans lesquelles on a des points chauds qui augmentent l'effet du sucrose et les points bleus représentent des points où l'injection de la même drogue à ces endroits particuliers diminue l'effet du sucrose, ce qu'il appelle des cold spots. Voyons ce résultat d'un peu plus près. D'abord, le neurotransmetteur qui agit sur le hotspot est un dérivé de la morphine. La morphine est une drogue qui a une action sur le système nerveux et cette action sur le système nerveux se fait par l'intermédiaire de molécules de protéines situées sur l'extérieur des cellules, des neurones, que l'on appelle des récepteurs. Mais si ces récepteurs sont là, ils ne sont pas là pour la morphine, ils sont là puisqu'il existe des équivalents physiologiques de la morphine. Ces équivalents biologiques, qu'on appelle les opioïdes endogènes, ont une fonction physiologique, et c'est une de ces fonctions physiologiques que nous venons de voir. Dans l'expérience que nous avons montrée, c'est un analogue synthétique qui a utilisé. Alors, ces morphiniques, ces composés opioïdes endogènes, sont de plusieurs catégories. Ce sont des peptides, à la différence de la morphine, et selon leur taille et leur séquence, on distingue ce que sont les endorphines et les encéphalines. Voyons maintenant le site où sont situés ces récepteurs de la morphine, des dérivés morphiniques. Nous avons parlé du noyau accumbens. Le noyau accumbens fait partie de ce qu'on appelle le striatum, qui est une structure qui est située sous le cortex, un ensemble qu'on appelle les noyaux de la base, et le striatum contient plusieurs parties. Il est indiqué en orange sur la coupe de gauche, sur la coupe longitudinale, et on distingue effectivement le noyau codé, le putamène, et tout à fait à l'avant, en rouge, le noyau accumbens, en avant et sur la position ventrale. Cet ensemble est aussi visible sur la coupe transversale à droite, et là on peut voir le noyau codé qui, à cause de ses repliements, apparaît juste par un petit morceau, et le putamène. Et on ne voit pas, à la hauteur de cette coupe, le noyau accumbens. Le même chercheur, le même groupe, celui de Berridge aux États-Unis, a aussi testé l'influence dans le même protocole du cannabis injecté directement dans le cerveau. Et il a pu démontrer de la même manière que l'injection au niveau du noyau accumbens, en rouge sur la partie supérieure des figures, produit une augmentation de l'effet du sucrose sans changer les effets négatifs de la quinine. Il existe donc des points chauds dans le noyau accumbens déclenchés, activés par le cannabis. Il est difficile de savoir si opioïdes et cannabinoïdes agissent sur la même synapse. Il faut remarquer, ça c'est la partie du bas dont je ne parlerai pas, que l'injection stimule aussi la quantité de nourriture ingérée. Comme précédemment pour la morphine, l'action du cannabis se fait par des récepteurs que l'on appelle récepteurs CB1 et CB2. La figure de gauche montre ce qu'est le principe actif extrait du cannabis et comme pour le cas de la morphine, il existe
des drogues, il existe des substances naturelles, physiologiques, à l'intérieur de l'organisme qui vont se fixer sur les récepteurs CB1 et CB2 et qu'on va donc appeler des endocannabinoïdes. Alors ces composés sont pour la plupart des dérivés de l'acide arachidonique. Acide arachidonique, celui des cacahuètes, avec les doubles liaisons que l'on voit sur le dessin. Parmi le plus populaire ou le plus important semble être l'anandamida, décrit d'après le nom en sanskrit qui signifie plaisir, je crois. Les récepteurs des endocannabinoïdes, et en particulier CB1, sont présents dans le cerveau. L'image montre une coupe de cerveau de rat et les zones éclairées en jaune indiquent les endroits qui sont particulièrement riches dans ce type de récepteurs. Les endocannabinoïdes, s'ils semblent agir à peu près comme des neurotransmetteurs, ont des modes de libération différentes. En effet, ce sont des substances lipidiques qui passent à travers les membranes et donc elles ne sont pas stockées à l'intérieur des vésicules et libérées par exocytose comme pour les neurotransmetteurs classiques. De plus, les endocannabinoïdes sont des substances qui sont présentes non seulement dans le cerveau mais aussi dans tout l'organisme et qui interviennent dans de nombreuses fonctions métaboliques, des longues fonctions de l'organisme, et en particulier liées à l'énergétique de l'organisme. Passons maintenant à l'homme et à l'imagerie IRM. On a un sujet auquel on va administrer une petite quantité, soit d'un jus de tomate ou de chocolat, par la bouche, pendant qu'il est à l'intérieur de l'IRM. Le sujet va décrire sur une échelle le plaisir qu'il a avec ces deux administrations de substances. Elles sont marquées en gris ou en gris et en noir dans la partie A supérieure de la figure. Puis ensuite, il va sortir de l'IRM et, par exemple, on va lui donner à satiété l'une des solutions, par exemple la solution de chocolat, qui était celle qui était en noir foncé. Puis, à ce moment-là, on va lui soumettre au même test, c'est-à-dire on va lui faire goûter une gorgée, soit du jus de tomate, soit du jus de chocolat. En ce qui concerne le jus de tomate, son sentiment, son appréciation du plaisir sera inchangée par rapport au précédent, mais ayant goûté du chocolat à satiété, maintenant ce chocolat ne produira plus aucun effet à lui. Du côté hédonique, l'effet a disparu. Donc la zone qui va avoir disparu est la zone qui est responsable du plaisir hédonique dans le cerveau de la personne en question. Et lorsque l'expérience est faite, alors elle est présentée à droite de la figure, en bas on a les effets comportementaux, ceux que je viens de décrire, avant et après avoir mangé à satiété, et en haut on a une imagerie IRM et on voit que comme précédemment, dans l'appréciation subjective du sujet, on a une aire dans laquelle l'effet, l'activation a notablement disparu, et cette aire serait l'aire qui est impliquée dans le plaisir, dans le côté hédonique du plaisir du cerveau humain. Quelle est cette aire ? Il s'agit d'une aire qui est située dans la partie antérieure du cerveau, dans le cortex frontal, plus précisément dans ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal, peut-être du côté droit, mais il n'y a pas de certitude de ce côté-là. La partie droite, B de la figure, représente de manière quantitative l'activation sur l'axe Z de cette aire-là en fonction d'un sens dans l'indice de plaisir subjectif rapporté par le sujet
est dans l'autre sens en fonction du temps. Et donc, il semble bien qu'il y ait une corrélation entre plaisir ressenti, subjectif, et l'activation de l'aire orbitofrontale. Je vais maintenant présenter deux autres expériences qui ont les mêmes conclusions. Dans la première, on a offert au sujet du glutamate. Le glutamate est reconnu comme l'un des principaux goûts qui peuvent exister avec l'acide, l'amer, le doux et le sucré. L'umami chez les Japonais. Et on a repéré qu'une certaine molécule qui s'appelle l'inositol phosphate est une molécule qui, lorsqu'elle est ajoutée au glutamate, augmente sa saveur de manière non additive. C'est un effet subjectif. Donc, se basant sur cette observation, les chercheurs ont cherché quelle est la partie du cerveau dans laquelle l'IMP, l'inositol monophosphate, augmente la satisfaction du plaisir gustatif. Et là encore, le site qui a été repéré est situé dans le cortex orbitofrontal droit. Dans cette expérience, on va montrer à des sujets des images associées avec une nourriture possédant une odeur caractéristique. La vanille d'une part, le beurre de cacahuète d'autre part, deux substances que le sujet aime. On va ensuite proposer au sujet de manger l'une des deux nourritures. Par exemple, la vanille, on va lui offrir de la glace à la vanille jusqu'au moment où il aura plus envie de glace à la vanille. Alors en A, on voit son appétit avant et après l'avoir nourri, et en B, on voit que sur une échelle comportementale, après avoir mangé, en bleu, le côté plaisant de la glace à la vanille a disparu. Ensuite, donc, on le met dans l'IRM et on lui fait observer les images correspondant aux odeurs caractéristiques. Et on voit que pour la glace à la vanille, le fait d'avoir été nourri de glace à la vanille fait diminuer énormément le côté plaisant associé avec cette odeur-là, alors que pour le beurre de cacahuète, les choses n'ont pas changé. Et on effectue l'imagerie dans les deux situations, avant et après, et on repère un changement marqué avec la glace à la vanille au niveau de deux aires du cerveau, d'une part l'amygdale et d'autre part le cortex orbitofrontal dont nous avons déjà parlé. Alors, cette nouvelle aire, l'amygdale, est associée avec les sensations d'agrément et de désagrément, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Donc, cela confirme encore le cortex orbitofrontal comme aire associée avec le plaisir chez l'homme. Au point où nous en sommes, nous avons vu que chez le rat, il était possible de décrire des points chauds à l'intérieur de cette structure sous-corticale qui s'appelle le noyau accumbens, et que les expériences d'imagerie faites chez l'homme pointaient vers le cortex orbitofrontal comme participant au plaisir. Comment réconcilier ces données-là? Il est très vraisemblable que ni l'un ni l'autre, ni le cortex orbitofrontal, ni le noyau accumbens sont des sites nécessaires et suffisants pour créer le plaisir, et qu'il s'agit plutôt de réseaux qui associent ces différents centres et très vraisemblablement d'autres centres. À l'heure actuelle, il n'y a pas de détermination d'une aire qui soit nécessaire et suffisante. Jusqu'ici, nous avons vu le plaisir associé avec la nourriture. En est-il de même pour d'autres formes de plaisir? Et parmi ceux-ci, pour la sexualité qui est associée et entretenue par le plaisir. L'imagerie du plaisir sexuel est très floue, et d'abord pour de nombreuses raisons, éthiques d'une part, et puis pour des difficultés méthodologiques d'autre part,
Comment arriver à enregistrer les activités du cerveau de deux personnes à l'intérieur d'une IRM. Évidemment, qui est soumis à l'imagerie, ce sont des choses uniquement, des aspects bien particuliers de ce qu'on appelle la sexualité. Néanmoins, une méta-analyse récente semble indiquer que la phase liking comporte des choses actives au niveau du striatum ventral, le noyau accumbens, et au niveau du cortex orbitofrontal, soit dans la phase liking ou soit dans la phase wanting, dans la phase de désir. Peut-on même élargir encore le champ du plaisir en parlant de plaisirs qui sont non darwiniens, c'est-à-dire qui ne sont pas dictés par l'évolution, comme par exemple le plaisir de la musique. Dans le travail que je montre, des auditeurs ont été sélectionnés car à l'audition de la musique classique, ils ressentent des frissons, des choses qui sont extrêmement marquées. Et donc, on a effectué une imagerie par tomographie par émission de positrons à l'aide d'une sonde indiquant l'activation dopaminergique, c'est-à-dire quelles sont les zones dopaminergiques qui sont activées au moment du frisson. Et on contraste la musique qui donne les frissons avec une musique neutre. Et le résultat est un marquage au niveau des composants du striatum, au niveau du noyau codé, au niveau du putamen et aussi au niveau du noyau accumbens. La technique PET est assez limitée, d'abord dans sa résolution et ensuite au niveau de sa cinétique. L'IRM permet d'aller un peu plus loin. Aussi, les mêmes auteurs ont sélectionné les zones qui sont marquées par le PET et ensuite ont essayé de regarder la cinétique d'activation de ces zones en fonction du temps. Et ils ont pu distinguer un effet qui est au niveau du noyau codé avant le frisson, c'est-à-dire dans la période qu'on pourrait appeler la période d'anticipation, la période de désir, et pendant le frisson, c'est-à-dire au moment du mouvement de plaisir, au niveau du noyau accumbens. Les chercheurs se sont aussi posé la question de savoir si le plaisir pouvait être perçu inconsciemment. Inconsciemment, ça veut dire sans que le sujet puisse raconter exactement ce qu'il ressent. Pour aborder cette question, on présente au sujet, dans l'IRM, soit des images érotiques ou soit des images annonçant une drogue pendant 33 millisecondes, et ces images sont mélangées à des images neutres, et chaque image étant immédiatement suivie d'un écran qui dure beaucoup plus longtemps. Avec ce procédé, le sujet est incapable de décrire les images significatives, que ce soit les images sexuelles ou les images de drogue, de passage vers les drogues. Malgré l'absence de perception, l'analyse des images par IRM montre que le cerveau a été activé par ces visions. Et cette activation se situe au niveau du striatum ventral, au niveau du noyau accumbens et d'une autre partie qui s'appelle le pallidum. Et aussi que l'amygdale et l'insula, qui sont des parties du cortex et qui font partie du cerveau limbique, ont aussi été activées. Donc les deux sources, la cocaïne pour des sujets qui sont cocaïnomanes et l'attrait sexuel, ont tous les deux été perçus par le cerveau, mais pas de manière consciente. Cette première partie nous montre que le cerveau humain est équipé pour percevoir le caractère hédonique de certaines stimulations. Cette perception s'effectue d'une part dans des aires spécialisées du cortex frontal et d'autre part
dans des aires sous-corticales comme le noyau accumbens. Et dans ce circuit, dans ces ensembles, dans ce réseau, circulent des neurotransmetteurs classiques, mais aussi un certain nombre de molécules, de neurotransmetteurs, qui sont plus ou moins associés avec ces notions de plaisir et de douleur, que ce soit les cannabinoïdes ou que ce soit les morphiniques. Nous allons maintenant aborder les circuits de la récompense et le rôle de la dopamine. À chaque instant, notre cerveau est inondé d'informations provenant des organes sensoriels et aussi des organes internes. Devant cette inondation, le cerveau doit établir des priorités et il doit partager son attention, ses capacités de traitement entre le traitement conscient et les traitements inconscients. Donc un certain nombre d'outils lui permettent d'effectuer ces tris. Parmi ces outils, il y a l'attention qui a son propre circuit, ce que les anglo-saxons appellent la science, l'importance de repérer les événements les uns par rapport aux autres, la mémoire qui permet une mise en perspective par rapport aux expériences précédentes et les circuits de la récompense qui interviennent en donnant une valeur aux conséquences de l'événement. Et le système de la récompense est un système indispensable car c'est lui qui va donner la motivation requise pour la réalisation d'actes ou de comportements adaptés. C'est au niveau de ces circuits de la récompense que nous allons retrouver la dopamine. La première chose à savoir, c'est que le nombre de neurones dopaminergiques dans le cerveau est faible, seulement quelques millions, à mettre en contraste avec les milliards de neurones que comporte le cerveau. Et en plus, leur corps cellulaire, c'est-à-dire là où ils contiennent la dopamine qui va se projeter après, la localisation des neurones à dopamine, on dit des neurones dopaminergiques, se situe dans le mésencéphale, c'est-à-dire dans le prolongement du tronc cérébral, et dans deux aires particulières, la substance noire et l'aire tegmentale ventrale. Alors, nous avons déjà parlé un petit peu de la substance noire quand nous avons parlé des maladies neurodégénératives, car la substance noire se projette sur le striatum et c'est elle qui règle finement les mouvements. Et le défaut que l'on observe dans le cas de Parkinson, c'est la disparition de la dopamine, la disparition de ces neurones de la substance noire. Donc première voie, la voie nigrostriatale de la substance noire vers le striatum. Deuxième voie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle part de l'aire tegmentale ventrale, elle va se projeter vers l'avant du cerveau, alors elle va atteindre le noyau accumbens dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, mais elle va aussi se projeter sur l'ensemble du cortex et en particulier sur la partie frontale du cortex. C'est là que l'on va avoir les régulations des comportements supérieurs du cerveau. Les deux transparents suivants vont nous montrer un petit peu comment fonctionne cette dopamine, comment les neurones dopaminergiques peuvent réguler le fonctionnement du cortex. Alors dans le premier, nous voyons les corps cellulaires qui sont dans l'aire tegmentale ventrale qui se projettent sur le striatum, plus particulièrement donc sur la partie ventrale du striatum, celle qu'on appelle le noyau accumbens. Et donc c'est là qu'ils vont effectuer ce régulation de la récompense. Comment ces noyaux interviennent-ils ? Eh bien, il faut considérer qu'on a une boucle qui démarre depuis le cortex, en particulier le cortex orbitofrontal dont nous avons parlé,
mais aussi d'autres zones du cortex, dont nous avons un peu parlé, l'amygdale, l'hippocampe, etc. Et ces neurones du cortex vont se projeter sur le striatum ventral, c'est-à-dire sur le noyau accumbens. Ils ont un effet positif sur les noyaux à ce niveau-là, puis ensuite l'activité des neurones du striatum, du cortex, du noyau accumbens, va refaire une boucle, ça va descendre encore un peu plus bas au niveau du palladium, au niveau de la substance noire, et ensuite ces neurones-là vont encore agir un peu plus bas sur une structure qu'on appelle le thalamus. Donc tout ça, ce sont des effets inhibiteurs, des effets négatifs, et du thalamus vont remonter des neurones qui vont activer de manière positive le cortex cérébral. Et les fibres dopaminergiques vont agir au niveau du striatum ventral en régulant le fonctionnement de cette boucle. Voyons maintenant comment les chercheurs abordent le problème de la récompense et de la dopamine. Un singe macaque, est assis sur le siège et donc il reçoit des récompenses sous forme de liquide sucré qui lui conviennent et donc il peut recevoir différents volumes, différentes récompenses et le diagramme A montre de manière, d'après l'observation du singe, comment il apprécie la récompense qui va lui être donnée. Donc il est capable de regarder la valeur de la récompense par un signal qui apparaît sur l'écran. Un signal lui annonce qu'il n'aura pas de récompense, le suivant qu'il aura 25 millilitres, puis 0,25 microlitres ou 75 microlitres, ou bien 150 microlitres ou 250 microlitres de récompense. Et le singe a compris que le signal va lui annoncer la récompense. Simultanément, le singe est implanté et des électrodes sont implantées au niveau de l'aire tegmentale ventrale. Et on observe que selon la valeur de la récompense qui lui est proposée, quand le signal annonçant la valeur de la récompense est donné, on observe une augmentation de l'activité et cette augmentation de l'activité est proportionnelle à la taille de la récompense qui lui est promise. Dans cette autre expérience, on a regardé un autre phénomène. Dans le précédent, nous avons vu que la récompense s'accompagnait d'une libération de dopamine plus en plus importante quand la récompense était importante. Ici, ce qui se passe, c'est que on voit un signal associé avec un signal de dopamine associé avec l'annonce de la récompense, mais le chercheur va ne pas donner à tous les coups la récompense. Il va y avoir une probabilité que la récompense soit obtenue. Cette fois-ci, la récompense est toujours la même, mais c'est sa probabilité qui varie. En haut, à P égale 0, ça veut dire que le singe n'aura pas de récompense. À P égale 1, ça veut dire qu'à chaque tirage, à chaque essai, il y aura la récompense. Et ensuite, on a les valeurs intermédiaires. Et on voit qu'il y a une autre libération de dopamine qui s'effectue au moment de la récompense. Quand on est avec des faibles probabilités, à ce moment-là, donc la probabilité d'obtenir une récompense est faible, il y a un signal fort et c'est ce que les auteurs ont appelé un signal d'erreur de prévision. Donc, plus la probabilité de la récompense est forte, plus ce signal disparaît, plus ce signal est faible. Et cela, que la récompense soit donnée ou ne soit pas donnée, le singe apprend à déchiffrer la probabilité et à lui donner un signal particulier. Cet aspect de la libération de dopamine est quelque chose qui est très important pour déterminer un comportement. En effet, une augmentation
de la stimulation de dopamine signale que les résultats seront supérieurs aux prévisions. Ça sera une motivation pour effectuer des actions futures. Et par contre, pour le passé, elle va renforcer les actions précédentes, les interactions dans les actions précédentes. Au contraire, si la libération de dopamine est diminuée, alors on aura une suppression des actions futures et on aura une diminution des actions précédentes. Ainsi, ça va jouer sur la motivation ou l'évitement et sur le passé, sur le renforcement ou l'affaiblissement d'une association. Si un neurone A active un neurone B et si B donne une récompense, alors la dopamine est libérée et le lien entre A et B est renforcé. On voit que la dopamine agit par la plasticité synaptique, ce que nous avons vu dans le cours numéro 3. Les expériences précédentes sont faites chez le singe et difficiles à réaliser chez l'homme. Néanmoins, je vais montrer dans les deux transparences suivants une expérience faite chez l'homme, chez des patients qui sont traités pour une maladie de Parkinson et donc ils sont implantés avec une électrode qui est placée dans le mésencéphale du niveau de l'aire ventrale tegmentale. Et donc dans le test, on présente aux patients deux jeux de cartes, le jeu rouge et le jeu bleu. Et donc le jeu, quand on va retourner la carte, peut amener une récompense sous forme d'une somme d'argent qui apparaît ici et d'un son qu'on l'entend, ou bien aucune récompense. Et on passe ensuite au choix suivant de cartes. Et en fait, les deux jeux ne sont pas équivalents. Dans l'un des jeux, il y a 65% de récompense et de l'autre seulement 35%. Et les joueurs vont jouer pendant 5 minutes, ils ont environ 100 essais. Et on voit qu'au cours du temps, intuitivement, les joueurs qui ont commencé en jouant aussi bien le jeu gagnant que le jeu perdant vont se orienter vers le jeu gagnant, celui qui a 65% de récompense. En fait, un traitement mathématique permet de savoir, quand les joueurs vont tendre vers le jeu gagnant, la probabilité qu'ils ont de gagner et la probabilité qu'ils ont de perdre en fonction du coup précédent qu'ils viennent de jouer. Et donc, on peut analyser à l'aide de l'électrode la libération de dopamine pour des coups dans lesquels on attend un gain ou dans les coups dans lesquels on attend une perte. Et on voit que on a une augmentation de dopamine quand on a un gain inattendu, une diminution quand on a une perte inattendue et peu de variations quand on tombe sur des coups qui sont prévus. Cette nouvelle expérience est faite sur un singe, mais sur ce singe, on a effectué des manipulations génétiques et on a modifié ces neurones dopaminergiques de telle sorte qu'ils expriment maintenant dans leur membrane une protéine qui les rend sensibles à une lumière laser bleue. Ainsi, en envoyant des flashs de lumière laser bleue, on peut stimuler à souhait les neurones dopaminergiques. L'animal est placé devant un écran et il a le choix entre deux écrans, l'écran bleu et l'écran rouge. L'écran bleu ou l'écran rouge amène normalement une récompense équivalente, mais lorsque le singe fixe l'écran bleu, alors on excite ses neurones dopaminergiques. Et ce renforcement de la libération de dopamine fait que le singe qui au début choisissait aussi bien l'écran bleu que l'écran rouge, comme on le voit en B sur la position contrôle, avec 50% de chance, quand on fait une stimulation, à ce moment-là, il choisit rapidement l'écran bleu, ce que l'on voit par le tracé bleu. Les petits traits verticaux correspondent aux stimulations laser qui sont envoyées pour stimuler la libération de dopamine. Je voudrais maintenant revenir sur l'expérience que nous avons vue du plaisir créé par la musique et du frisson musical éprouvé par certains auditeurs en écoutant de la musique classique. Nous avons vu que le frisson musical
que l'on voit sur le diagramme B exprimé au niveau expérience correspond à une activation par la dopamine du noyau accumbens. Mais nous voyons aussi que dans une phase préalable, qui est appelée anticipation, il y a encore libération de dopamine, mais cette fois-ci au niveau du striatum dorsal, au niveau du noyau codé. Et cette partie, cette anticipation, on peut la relier à ce que nous venons d'appeler la prédiction de la récompense. C'est le système de la récompense, c'est encore la dopamine qui est activée dans ce cas-là. Je voudrais maintenant aborder le problème de ce qu'on appelle les drogues addictives ou récréatives. C'est des composés qui comportent des molécules extrêmement différentes les unes des autres. Le tabac, l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, la phéncyclidine ou poussière d'ange, les opiacés sont des molécules qui déclenchent ce type de plaisir addictif. Les effets sont très différents, mais le point important, c'est que les processus d'addiction comportent de très grandes similarités et pour les scientifiques, ces similarités sont dues au fait que l'ensemble de ces drogues a une cible commune, la transmission dopaminergique entre l'aire tegmentale ventrale dont nous avons parlé et le noyau accumbens. Il est d'ailleurs vraisemblable que d'autres formes d'addiction, le jeu, le sexe, etc., participent de la même explication. Ce transparent illustre certains des mécanismes qui sont en jeu au cours de ces effets. À gauche, on a un neurone de l'aire ventrale tegmentale et de l'aire tegmentale ventrale, et à droite, on a un neurone du noyau accumbens. Le neurone de l'aire ventrale projette sur celui du noyau accumbens une terminaison qui va libérer de la dopamine. Et les drogues peuvent agir soit directement sur la libération de dopamine entre ces deux neurones, c'est le cas de la cocaïne et des amphétamines, soit en stimulant directement les neurones du noyau accumbens, c'est le cas de la phéncyclidine, de certains mécanismes, et nous avons vu que c'est le cas pour les opiacés et pour les cannabinoïdes, et ils peuvent aussi agir indirectement en désactivant des neurones inhibiteurs agissant sur les neurones à dopamine, comme par exemple l'alcool ou les opiacés encore. Ça, les neurones inhibiteurs, c'est celui qui est tout à fait à gauche, le neurone à GABA, avec marqué les indications alcool et opiacés. Ce transparent est un exemple, il illustre comment la cocaïne fonctionne. On a en haut le neurone dopaminergique provenant du VTA, de l'aire tegmentale ventrale, et il va libérer normalement de la dopamine en direction de sa cible située dans le noyau accumbens. Normalement, lorsque cette dopamine a été libérée, elle est ensuite récupérée par des transporteurs que l'on voit à gauche et à droite qui vont recycler la dopamine et libérer la fente synaptique pour qu'une deuxième action puisse avoir lieu dans un temps suffisamment bref. La cocaïne, quand elle va venir, va bloquer ces transporteurs. C'est les petits ronds, les petits symboles roses qui sont dans le trou des transporteurs. Et dans ce cas-là, la dopamine n'est pas évacuée de la fente synaptique, elle y reste plus longtemps et cela va prolonger l'effet de la dopamine sur le récepteur postsynaptique. L'effet est amplifié et prolongé. Après avoir vu comment les drogues agissaient sur le système de la récompense, nous allons maintenant regarder plus précisément le phénomène d'addiction, essayer de comprendre le phénomène d'addiction. Et pour cela, je vais m'aider d'un livre récent publié par Pierre-Vincent Piazza, qui est l'ancien directeur de l'Institut Magendie INSERM CNRS à Bordeaux. Un livre dont je vous recommande la lecture
pas trop difficile sur le plan scientifique. Pour commencer, dans les 2 transparents qui vont venir, je vais vous présenter quels sont les critères qui sont retenus par le Diagnostic and Statistical Manual utilisé aux États-Unis pour définir l'addiction. Ces critères sont de plusieurs ordres. D'une part, des critères liés à la consommation soutenue de drogue, utilisation répétée du produit conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures, utilisation du produit malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés par les effets du produit, utilisation répétée du produit dans des situations où cela peut être physiquement dangereux. Des critères correspondant à la réorganisation du comportement, produits pris en quantité plus importante ou une durée plus longue que prévu. Il existe des désirs persistants ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l'utilisation du produit. Le sujet éprouve une envie intense de consommer le produit. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir et ou utiliser le produit. Les activités sociales, occupatives, récréatives sont abandonnées à cause de l'utilisation du produit. L'utilisation du produit est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème physiologique et ou physique dû au produit. Et un certain nombre d'adaptations physiologiques, l'apparition d'une tolérance, l'apparition d'un syndrome de sevrage à l'arrêt. Chez les patients toxicomanes, on observe des modifications visibles, des modifications au niveau de la synapse dopaminergique entre le neurone dopaminergique et le neurone du noyau accumbens. On voit en haut une situation témoin et en bas chez des patients. Et on observe au niveau du neurone dopaminergique une diminution de la taille du neurone, une augmentation de l'enzyme responsable de la synthèse de la dopamine, la tyrosine hydroxylase, un changement dans l'innervation de ce neurone et un changement au niveau des facteurs de transcription, c'est-à-dire les facteurs qui sont responsables de la synthèse protéique à l'intérieur du neurone en question. De la même manière, on observe des changements au niveau du neurone récepteur, du neurone du noyau accumbens, changement aussi au niveau des facteurs de transcription, du nombre des dendrites et de l'innervation de ces neurones. Pierre Vincent Piazza s'est posé la question de savoir si on pouvait reproduire les effets de l'intoxication, les effets de l'addiction chez des animaux, chez les rats. Évidemment, cette expérience est extrêmement importante puisqu'elle montre que l'intoxication, l'addiction n'est pas uniquement sous la responsabilité de la personne, mais que c'est un défaut qui peut être reproduit chez des animaux. Alors pour ce faire, on voit des rats. Ces rats ont la possibilité de s'injecter, de s'administrer de la cocaïne par petite dose à l'aide du dispositif qui est situé au-dessus. Et la disponibilité, l'injection est déclenchée lorsque l'animal met sa tête dans le porc. Et la disponibilité de la drogue est reliée avec l'allumage d'une lampe au-dessus du porc, mais l'allumage de la lampe n'indique pas systématiquement la présence de la cocaïne. Elle peut être présente, mais elle n'est pas toujours présente. Et enfin, les animaux vont, à bout d'un certain temps, avoir un autre signal qui s'allume, leur disant que s'ils vont chercher la cocaïne, s'ils vont chercher une demande, alors ils vont recevoir un choc électrique. Le dispositif a permis d'obtenir des caractéristiques de l'intoxication. La première chose, les intoxications sont des choses qui sont longues et le traitement du rat dure pendant 74 jours. En A, on voit que l'obtention de drogue est de plus en plus difficile. Les essais pendant la période où on n'a pas de récompense, où ils n'obtiennent pas l'allumage de la lampe et la drogue, se multiplient par rapport à un contrôle
ici. Dans la deuxième partie, en B, on observe que l'animal continue à essayer d'obtenir de la drogue malgré l'annonce d'une punition, l'allumage de la lampe rouge. Et dans la troisième partie, donc normalement, le rat va abandonner au bout d'un certain temps, mais on voit que chez certains animaux, avec le temps, la quantité d'essais qu'ils font avant d'abandonner augmente énormément. La caractéristique de l'intoxication, c'est que le sujet rechute inexorablement quand il est remis en présence de la drogue. Alors, dans les expériences faites sur les rats, à l'issue de la période d'entraînement, on laisse reposer les animaux pendant 5 ou 30 jours, puis on les resoumet à l'entraînement. Et là, on constate deux comportements très différents. Certains retrouvent le comportement sensible à la drogue, rond noir, ils rechutent. Et là, c'est en fonction de la quantité de cocaïne qu'il aurait proposée. On voit que tout de suite, ils reviennent chercher la cocaïne. D'autres, ronds blancs, sont peu sensibles. La conclusion est que l'addiction requiert un contact prolongé avec la drogue, 74 jours dans ce cas-là. Les animaux possèdent un degré de vulnérabilité variable. Certains, ceux qu'on a considérés comme intoxiqués, sont ceux qui vont, après une période de repos, rechuter, tandis que d'autres ne vont pas rechuter. Et le point important que fait le chercheur, c'est que 17% seulement des animaux vont à l'addiction. Donc ce point est celui qu'il utilise pour dire l'addiction, l'intoxication, la toxicomanie est une maladie qui touche un certain nombre de personnes, un certain pourcentage de la population. Poussant l'expérience un cran plus loin, Piazza a voulu vérifier la différence qu'il y avait entre les deux populations, la population qu'il appelle addicts, celles qui sont les intoxiqués, et ceux qui ne rechutent pas, les premiers marqués en rouge, les deuxièmes en jaune. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de cette expérience, mais sur le plan cellulaire, sur le plan des propriétés physico-chimiques, il peut démontrer qu'il y a un changement au niveau de la plasticité synaptique des neurones à glutamate du noyau accumbens. Donc, autrement dit, vous voyez la différence entre les contrôles et ceux qui ne sont pas intoxiqués, où on a ce phénomène avec cette courbe pas caractéristique qui disparaît chez ceux qui sont intoxiqués. Autrement dit, il existe des différences physiologiques que l'on peut mettre en évidence au niveau de l'addiction. Les conclusions proposées par l'auteur sont claires. L'addiction apparaît après un contact prolongé avec les drogues, ça c'est évident, mais seulement une faible proportion des sujets passe à l'addiction. Dans le cas de la cocaïne, seulement 17%. Un sujet addictif a 90% de chances de rechuter après un arrêt, quelle que soit la durée de l'arrêt. Donc ça, il y a une différence entre les deux types de populations. Et la sensibilité à l'addiction apparaît comme un défaut, une maladie au niveau des propriétés de la plasticité neuronale. Je n'aborderai pas la question des traitements des toxicomanes, je voulais simplement présenter cette image trouvée dans la revue Science, dans laquelle des essais sont effectués en utilisant la stimulation magnétique transcrânienne, c'est-à-dire le fait d'engendrer des champs magnétiques puissants, variant rapidement et intermittents, qui, à l'intérieur du cerveau, vont créer des champs électriques et sont équivalents à une stimulation. On vise dans ce cas-là le cortex préfrontal et donc ce cortex préfrontal doit transmettre dans les zones plus profondes, sous-corticales, et on observe des effets apparemment après des séances plus ou moins répétées, des effets assez spectaculaires sur la guérison de personnel toxicomane. Pierre-Vincent Piazza termine son livre par quelques considérations d'ordre général que je trouve assez intéressantes.
Selon cet auteur, il faut considérer les règles de l'évolution. Nous sommes des êtres vivants auxquels la physiologie impose de satisfaire certains besoins. Nous en avons parlé, la nourriture, la soif, le sexe, etc. Et donc la satisfaction de ces besoins, quand ces besoins sont satisfaits, le fonctionnement est à l'équilibre et on a à ce moment-là la situation que l'on appelle l'homéostasie, qui a été définie d'abord par Claude Bernard, le fait que notre glycémie doit être égale à 1 gramme par litre. Mais pour obtenir cet état d'équilibre, nous sommes dépendants de notre environnement. Et cet environnement a énormément changé. Nos ancêtres, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, se trouvaient dans des environnements extrêmement variables auxquels ils devaient s'adapter. Puis ensuite, on est passé à des environnements qui étaient plus stables. Et maintenant, on arrive actuellement à des environnements qui sont super stables, avec une offre énorme. Dans les temps anciens, nos ancêtres cueilleurs-chasseurs avaient deux possibilités. Soit satisfaire juste leurs besoins, c'est-à-dire prendre dans un environnement qui pouvait les satisfaire la nourriture qui était nécessaire pour arriver à atteindre leur équilibre. À ce moment-là, c'était l'état qu'on appelait endostasie. Cependant, cet état endostatique dépendait de l'environnement et dans certains cas, cet environnement était beaucoup plus pauvre. Et alors, un deuxième comportement a été possible, le comportement exostatique, dans lequel, dès que des possibilités de nourriture existaient, nos ancêtres prenaient le maximum de nourriture et formaient des réserves qui leur permettaient de supporter des environnements qui étaient beaucoup plus pauvres. Ce traitement exostatique a un avantage sélectif, bien entendu. Il appauvrit aussi l'environnement. Donc c'est pour ça que les deux types d'états, l'état exostatique et l'état endostatique, ont pu persister simultanément. Le problème, c'est que maintenant, ces deux états continuent à coexister, mais que le comportement exostatique est un comportement dans lequel les gens vont accumuler trop de nourriture, ce qui va conduire à l'obésité, et en même temps profiter de toutes les drogues qu'ils vont rencontrer de manière à augmenter leur plaisir. L'endostasie correspond au plaisir que l'on a quand les besoins sont satisfaits. Quand la soif est satisfaite, une gorgée d'eau de plus est désagréable. On reste dans la satisfaction du besoin. Au contraire, l'exostasie correspond au désir d'augmenter les récompenses et lorsque la soif est satisfaite, si on change le liquide et qu'on prend un liquide sucré, on refonde le plaisir, c'est ce qu'on appelle l'effet dessert, et à ce moment-là, on peut accumuler les ressources énergétiques. Et le comportement exostatique est vraisemblablement ce qui est à la base de l'obésité et de la toxicomanie. Merci pour votre attention. C'est la fin de ce cours. Il nous en restera un pour la prochaine fois.